Bonjour et bienvenue dans cette édition du mardi 3 juin. Au sommaire de ce journal, les régions françaises qui risquent de jouer au chamboule-tout d'ici 2015. Nicole Iardelli, la représentante du CRIF Midi-Pyrénées, présidente, bonjour, qui réagira à l'arrestation de Mehdi Ménouche. Et enfin, les Espagnols de Toulouse face à l'abdication de Juan Carlos. Y aura-t-il un jour 14 régions au lieu de 22 actuellement? Le gouvernement a proposé hier un redécoupage qui ressemble plus à un assemblage ou à une fusion avec les blocs existants. Pour l'instant, la grande région sud-ouest n'existe pas. C'est une région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon qui se dessine. Toulouse contre Montpellier. Le match semble avoir débuté pour la gouvernance de cette méga structure. À qui va profiter ce nouveau puzzle géographique? Élément de réponse avec Sophie Voilis. Le 8 avril dernier, Martin Malvy, président de la région Midi-Pyrénées, déclarait « Ce qui manque à notre région, c'est un accès à la mer ». Voilà son vœu exaucé avec le nouveau redécoupage des régions. En proposant de réunir en une seule région Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon et d'en faire une région de 6 millions d'habitants, a-t-il déclaré. Le président répond à plusieurs défis. C'est donc, pour les années à venir, 10, 20 ou 30 ans, le renforcement de nos propres espaces dont nous avons dit souvent la faiblesse par rapport à ceux qui sont nos limites et la capacité à affronter la compétition tant au plan national qu'en Europe que propose le choix retenu. De son côté, le président de la région Languedoc-Roussillon s'est dit humilié et fustige une carte des copains. Christian Bourquin a lancé un manifeste sur le site de la région Languedoc-Roussillon pour dénoncer une disparition insensée. Et oui, j'ai dit que j'étais déçu par mon gouvernement, qui ne veut pas entendre, qui ne veut pas parler. On voit bien que ce qui s'est fait, ça n'a pas de sens. C'est dénoncé par tout le monde au sens de... C'est pas la République, quoi. Humiliation par rapport aux hommes et aux femmes qui, de la force de leur poignet, ont fait et ont hissé ce Languedoc-Roussillon tel qu'on le connaît aujourd'hui. À Toulouse, certains dénoncent une réforme bricolée dans un salon parisien et complètement déconnectée de la réalité. Dimanche soir, il y avait 11 régions, lundi matin 12, dans l'après-midi 13, ça finit à 14. C'était en gros celui qui gueulait le plus fort au téléphone en ayant Hollande, qui faisait comprendre qu'il ne fallait pas toucher au Pays de Loire ou pas toucher à PACA. Enfin, c'est quand même comme ça que ça s'est passé. En démocratie, on peut imaginer des modèles plus aboutis où on fait une véritable constatation de terrain, où on regarde quels sont les territoires qui fonctionnent ensemble sur le plan économique et social, sur le plan historique et culturel, sur le plan géographique et environnemental. On a ces trois grilles de lecture, on les superpose. Et je pense qu'avec un peu de concertation, on sera arrivé à des choses moins croquignolesques que le Poitou-Charentes qui a été fiancé le matin avec l'Aquitaine, pacsé avec les Pays de Loire dans l'après-midi pour finir en mariage polygame avec le centre et les Pays de Loire et le Limousin en fin de soirée. Alors une fusion Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon est-elle vraiment cohérente? Sur le plan industriel, il aurait été plus logique de rapprocher l'Aquitaine et Midi-Pyrénées, alors que Languedoc-Roussillon est une région qui est peu industrielle. C'est plutôt une région qui vit sur le tourisme, c'est ce qu'aux États-Unis on appellerait un Sunbelt. Et plus largement, fallait-il repenser les régions aujourd'hui en 2014? Dans la mesure où l'ambition c'est de vraiment renforcer 2 échelons parmi les 4, c'est-à-dire les intercommunalités et les régions au détriment des communes et des départements, agrandir les régions a sa cohérence. D'autant plus que les régions sont les interlocuteurs privilégiés de l'Union européenne. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces grandes régions, à terme, ne menaceront pas l'État-nation pour aller vers une Europe fédérale? Autre question qui viennent à l'esprit, quel sera le poids de Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon au sein de l'Europe? Où placer l'hôtel de région ou la préfecture de région à Toulouse, à Montpellier? Comment administrer cette région et qui pour le faire? Et puis n'y a-t-il pas confusion entre territoire et population? Et puis enfin, quel nom pour notre nouvelle région? Certains ont d'ores et déjà suggéré le Languedoc, ce qui veut dire la langue qui dit oui, histoire d'apaiser les passions. Si la carte hollandaise est un point de départ, on n'est pas trop mal loti. Si c'est un point d'arrivée où on doit faire avec, quel gâchis. Enfin, au-delà de ce redécoupage, il faudra réfléchir à la question des compétences, donner plus de compétences à ces nouvelles régions. Le projet de loi inscrit en Conseil des ministres le 18 juin prochain le prévoit, à suivre donc. Voilà, ce redécoupage de cette fusion, on en reparlera évidemment cette semaine. Nicole Iardelli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre invitée, vous êtes la présidente du CRIF Midi-Pyrénées. Vous avez vivement réagi dans la presse pour l'affaire Ménouche, pour cette tuerie au musée juif de Bruxelles. Évidemment, pour vous, ça a fait écho peut-être à ce qui s'est passé évidemment ici avec l'affaire Mera, la tuerie de l'école Ozar HaTorah, qui s'appelle maintenant Or HaTorah. Une question simple se pose, c'est que êtes-vous en colère
Ou avez-vous peur, mais êtes-vous en colère contre les institutions françaises, la police, l'école, la justice, qui semblent voir des éléments faibles d'esprit qui se radicalisent de façon religieuse et pourtant rien n'est fait? Alors non, bien sûr, je ne suis pas en colère contre les institutions de notre pays. Bien au contraire, je crois qu'il y a, et on l'a encore entendu dans la bouche de Bernard Cazeneuve, lors de la conférence de presse avec la ministre de l'Intérieur belge, une volonté très forte. Et on sent qu'il y a la perception d'une nécessité d'une coopération extrêmement intense en Europe et même, ont-ils précisé, avec certains pays comme le Maroc, comme la Jordanie, donc des pays qui sont très déterminés à lutter contre ce terrorisme qu'on appelle djihadiste, mais on peut l'appeler il a plusieurs formes. C'est en fait une idéologie qui consiste à tuer et assassiner des innocents, soit dans des pays occidentaux, soit dans des pays arabo-musulmans, afin d'obtenir des avantages, du pouvoir, de l'argent. Enfin, j'imagine qu'il y a beaucoup de ces éléments-là. Donc, il n'est vraiment pas dans mon esprit d'exprimer une colère vis-à-vis de notre gouvernement, vis-à-vis des institutions européennes. Bien au contraire, il faut pousser évidemment à un partenariat de plus en plus fort, mais ce n'est pas ça le souci. Ce qui m'a mis en colère, en fait, vous avez raison, c'est plus une très grande inquiétude. Parce qu'on est passé, et ça c'est en tant que représentante effectivement des organisations juives que je l'observe, on est passé d'attentats indiscriminés, qui ont entraîné des réactions, on l'a vu en 2005 à Londres, avec quelque chose que les Anglais ont mis en place, qui n'est pas le Patriot Act américain qui a eu lieu après les attentats du 11 septembre en 2001. Alors le Patriot Act, c'est quoi? On arrête quelqu'un avant qu'il n'ait commis l'irréparable? Pas tout à fait. Le Patriot Act représente, je ne suis pas juriste, et ça représente effectivement énormément de possibilités relativement élargies d'intervention de l'État, et c'est vrai que c'est une question qui se pose. Ce qui m'inquiète, c'est de voir qu'après Toulouse et Montauban, où il y avait seulement des soldats et seulement des juifs qui étaient visés, on a pu tenir un discours républicain parce que Latifa Mziaten a très vite compris quel était l'enjeu de ces attentats. Aujourd'hui, seul un musée qui s'appelle Musée Juif a été visé en Europe, à la veille d'élections européennes, comme il y avait eu à la veille des élections françaises ces attentats de Toulouse et Montauban, ce qui montre qu'il y a une stratégie. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est cette stratégie. Et je suis en colère qu'on ne dénonce pas cette stratégie, qui n'est pas simplement une personne désocialisée qui va tout d'un coup décider de faire un attentat. Il y a une stratégie de gens qui n'habitent probablement pas sur notre sol, ou pour certains qui y habitent parce que ce sont des réseaux. Il y a une stratégie afin d'obtenir de plus en plus d'argent, de plus en plus de puissance, dans un combat qui existe à l'intérieur du monde arabo-musulman. Vous avez dit que si jamais des jeunes gens français allaient faire le djihad, il fallait les déchoir de la nationalité française. Est-ce symbolique ou est-ce que ça fera quelque chose? Alors, et au-delà de ça, au détriment des libertés individuelles, faut-il arrêter des gens avant qu'ils n'aient commis quoi que ce soit parce qu'ils se sont radicalisés? C'est une vraie question. J'ai dit qu'il fallait se poser cette question-là, et dans mon esprit, il s'agissait de cas extrêmement ponctuels, pas symboliques, mais ponctuels, et ça a déjà eu lieu. Donc toute personne qui a fait le djihad ne doit plus être français ou autre? Il se trouve qu'il y a eu des cas où des gens ont été déchus de la nationalité française pour actes de terrorisme. Ça a existé, ça existe, donc c'est quelque chose qui est possible. J'imagine qu'il faut suivre des règles extrêmement précises. Et à dire vrai, je préférerais qu'il y ait une déchéance de nationalité pour des cas très précis, très contrôlés dans les règles du droit, plutôt que de créer, comme on a créé aux États-Unis, un grand camp où on incarcérerait tous les gens qui sont allés faire le djihad. J'imagine que ça serait infiniment plus attentatoire aux libertés d'avoir ce fonctionnement-là. Je crois que de façon ponctuelle, le faire, ça serait peut-être une façon de faire réfléchir certaines personnes, certaines familles, à ce qui pourrait arriver. Et je pense aussi au départ de Souad Mera, avec son mari, avec 4 enfants. Je pense aussi au fils du deuxième mari de la mère de Mohamed Souad Mera. Mera, qui n'est pas bien en cause, en tout cas. Non, absolument pas. C'est pas du tout ça. Mais elle est partie en Syrie, et on sait très bien. Et un autre membre de la famille, Sabri Essid, est parti en Syrie par Barcelone de la même façon. Effectivement, vous avez raison. Ce ne sont pas des gens qui ont commis un crime au sens d'assassinat sur notre sol.
mais ce sont des gens qui incitent à l'assassinat. C'est-à-dire qu'il y a une sympathie pour... C'est pas une sympathie, c'est de la propagande. Il y a une propagande. Dernière question, Nicole Iardeni. Est-ce que vous avez le sentiment ou la peur justement que peut-être une partie de la population française dise « Ah, c'est encore la communauté juive qui joue la persécution » ? Oui, bien sûr. Mais je rappellerai l'histoire. Lorsque des idéologies se mettent en place, elles ne s'arrêtent jamais, jamais à une seule type de victime. Ça peut être intéressant à un moment donné, dans un rôle fédérateur. C'est ce qu'ont fait les nazis. Ils se sont attaqués aux handicapés, ils se sont attaqués aux juifs, ils se sont attaqués aux tziganes, mais ils ne se sont pas attaqués qu'à eux. Et donc, à un moment donné, des victimes très précises peuvent être très intéressantes parce qu'elles ne clivent pas. Oui. Elles permettent de réunir des gens... On va prendre des exemples et j'en suis désolée, parce que l'islam, en réalité, comme religion, n'est absolument pas la cause de cela. C'est une idéologie politique dont il s'agit. Oui. C'est la volonté de mettre en place un système politique qui ne soit différent de notre démocratie. Comme le disait Churchill, en fait, les gens vont essayer à peu près tout avant de comprendre que la démocratie reste le meilleur de tous les systèmes, à l'exception de tous les autres. Donc en fait, ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'à partir du moment où les gens s'en prennent aux juifs, ils vont à d'autres moments s'en prendre à d'autres, et que c'est les valeurs de la démocratie qui sont attaquées. Et le problème, ce qui me met en colère, c'est que ce n'est pas toujours compris. Vous avez raison. Ce n'est pas une colère contre les institutions, ce n'est pas une colère contre qui que ce soit. C'est me dire, mais c'est terrible, les gens ne peuvent pas voir toujours que ce sont ces faits-là qui semblent très restreints, qui en réalité signent un danger qui à un moment donné sera plus large pour ce que la démocratie représente de capacité à vivre ensemble. Et donc c'est une question extrêmement compliquée. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ne souhaitent pas que la démocratie vive et que nous puissions vivre les uns avec les autres, et qui se servent en réalité de ce que la démocratie permet pour la détruire? C'est une question extrêmement compliquée et je souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui y réfléchissent. Merci Nicole Iardeni d'avoir participé à ce journal. Hier, Juan Carlos annonçait son abdication. De suite, des organisations de gauche manifestaient à Madrid ou encore à Bruxelles contre la monarchie. Pascal Soler est allé recueillir des avis à la Casa de España, sise au minime. La Casa de España, c'est entre autres le fief de quelques anciens de la communauté espagnole qui représente 25 000 personnes en Midi-Pyrénées. On s'y retrouve pour se rappeler des souvenirs pas toujours très gais, comme le franquisme, l'exil. On y refait le monde et on y commente l'actualité espagnole. Aujourd'hui, l'abdication du roi Juan Carlos est au cœur des conversations. Il y a son fils qui veut le remplacer. Mais les Espagnols, on n'est pas d'accord. On veut une république comme en France. Parce qu'avec le roi, on ne peut pas voter. Et alors, nous, on veut voter un président. Alors, c'est le moment de changement. Et si c'est nécessaire, je prends l'avion pour manifester à Madrid. J'ai refusé de récupérer ma nationalité espagnole parce que je ne voulais pas être sujette d'un roi. Parce que mes parents ont quitté une république. On fuit le franquisme et voulait une république. Moi, je serais pour que les Espagnols élisent la personne qui va être le chef d'État. Mais vu la situation de l'Espagne, est-ce que ça pouvait créer une instabilité? Donc, je ne sais pas si c'est le moment opportun. Dans la situation actuelle, je crois que le mieux, c'est faire un référendum pour savoir qu'est-ce qu'ils demandent les Espagnols. C'est possible qu'ils gagnent la monarchie, hein? C'est possible. Mais la norme démocratique, c'est ça. Alba et Thérèse sont toutes deux opposées à la monarchie espagnole et membres de la coordination Caminar, constituée il y a à peine un mois. 11 associations mémorielles de l'exil espagnol, jusqu'alors divisées, ont décidé de travailler ensemble pour mieux faire vivre aujourd'hui les valeurs de l'Espagne républicaine. Nous avons des objectifs communs. Le rétablissement de la Troisième République en est un, mais également la condamnation officielle et internationale du franquisme. Des crimes du franquisme et des crimes contre l'humanité qui sont imprescriptibles et qui actuellement sont que l'on ne peut pas poursuivre en Espagne compte tenu des lois qui ont été faites par les différents gouvernements. Le 5 janvier dernier, un sondage publié par le journal El Mundo révélait que 62% des Espagnols voulaient une abdication du roi. La fin du règne de Juan Carlos relance le débat républicain.
Le premier A350 transportant des passagers, uniquement du personnel d'Airbus, a décollé hier matin pour un vol de 7 heures au-dessus de l'Europe du Nord. Test grandeur nature, appréciation du confort à bord, distribution des repas, stewards et hôtesses de l'air à l'écoute, communication avec le cockpit, bref, un vol pour de vrai, comme diraient les enfants. Et ce soir, 250 autres passagers, toujours des salariés de l'avionneur, feront un premier vol de nuit. Sophie Voinis, dans son émission Aerospace, développera ce sujet à partir de 18h30 vendredi. Cette ligne, c'était le TGV, passons maintenant au prix Nobel. Le prix Nobel 2001 d'économie, Joseph Stiglitz, était aujourd'hui et hier l'invité de la Toulouse School of Economics. Ce chercheur est connu pour ses critiques du FMI et aussi pour sa critique des politiques d'austérité. Il est perçu comme le fer de lance du nouveau keynésianisme, autrement dit un État protecteur face au capitalisme sauvage. Nous l'écoutons. Les faiblesses du système français sont dues aux politiques d'austérité en France, mais aussi à celles dans tous les pays de la zone euro. Pas seulement en France, mais aussi l'Espagne et l'Italie, parce qu'ils sont interdépendants et donc les politiques des uns et des autres s'entrechoquent. Major problem facing France and Europe and actually the global economy. Le plus gros problème auquel la France est confrontée, ainsi que l'Europe et l'économie globale, c'est le manque de demande. Donc la question, c'est de savoir comment stimuler cette demande. Les politiques monétaires ont atteint leurs limites dans leur capacité à stimuler notre économie. En cette période de crise profonde, les politiques monétaires ne marchent pas du tout. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont de politiques fiscales pour stimuler l'économie. Aussi, nous devons identifier la source des faiblesses de la demande. Parmi celles-là, l'augmentation constante des inégalités dans la plupart des pays du monde. Le défi posé par les transformations structurelles et la nécessité pour les pays que sont l'Europe, l'Amérique par exemple, de devoir s'éloigner de l'industrie et aller vers une économie basée sur les services. Moving away from manufacturing towards a service-based economy. Et un peu de poésie maintenant. Le mot réalisme ne veut rien dire. Dans une certaine mesure, tout est réaliste. Il n'y a pas de frontière entre l'imaginaire et le réel. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début. Il n'y a que la passion infinie de la vie. Ces phrases mythiques sont de Federico Fellini. La Cinémathèque de Toulouse propose une rétrospective jusqu'au 26 juin. Voici la bande-annonce de 8h30. Mais vous pourrez aussi voir la Strada ou encore la Dolce Vita avec le beau Marcello Mastroianni. Nicole Iardeni, je vous sens tout ému. Ah oui. Merci d'avoir participé à ce journal. Demain, vous retrouverez Sophie Voinis.